Bonjour à tous, bienvenue à cette toute première émission du Blaireau et du Corbeau. Nous sommes deux jeunes animateurs pleins de fougue et de vivacité avec des sujets qui peuvent mener à la controverse, évidemment, qui peuvent être controversés. Et on vous propose chaque semaine un sujet politique et un sujet un peu plus populaire qui touche au social, à la psychologie, à la philosophie, à l'économie. Donc, peu importe, un sujet qui est un petit peu moins axé sur la politique, mais qui est quand même relié. Donc, pour cette première émission, par contre, on va s'orienter vers deux sujets fortement politisés, c'est-à-dire le populisme et le nationalisme. Donc, voilà, on va discuter de ça librement et puis sentez-vous libre de commenter quoi que ce soit dans les commentaires YouTube. Ça va nous faire plaisir de vous lire et voilà, donc je vous souhaite une belle première émission. J'espère que vous allez apprécier écouter cela autant qu'on a apprécié le faire. Et voilà, donc bonne écoute. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas toujours sonner comme une animatrice de Radio-Canada le dimanche soir à 11h. C'était simplement pour mettre une petite introduction smooth et accueillante. Mais non, ça va bouger plus que ça, donc soyez-en rassurés. Pourquoi se lancer sur un podcast ou un channel de nos jours? On est qui? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tout le monde a le droit de tout dire, tout le monde a le droit de tout faire, puis quand on prend 4-5 bières, on est soit un politologue ou un philosophe aujourd'hui, s'il vous plaît. OK, avant de commencer, on va essayer de se convaincre pourquoi nous, on est pertinent et pourquoi on est assez pertinent, suffisamment pertinent pour avoir une émission et traiter de tels sujets. Donc, pourquoi tu penses qu'on est assez pertinent pour faire ça, nous deux? Pourquoi? On connaît tous les deux le monde universitaire. On a tous parlé à nos oncles et nos tantes m'amener dans un party de Noël. On est en sciences politiques. On s'intéresse à la culture politique et à l'opinion politique. Mais finalement, est-ce qu'on fait confiance aux gens? Est-ce qu'on fait confiance à l'intelligence des citoyens? Ou est-ce qu'on se fait accraire? Moi, je pense que je peux faire confiance à un citoyen. T'as pas besoin d'avoir une maîtrise en politique appliquée ou quoi que ce soit pour comprendre de façon déductive comment ça se passe. Je veux dire, j'ai parlé à un de mes amis tout à l'heure, j'ai dit, regarde, il existe des mécaniciens qui sont plus intelligents que des maîtres SR en sociologie. J'ai pas de misère à croire ça. Est-ce que finalement, le domaine académique, le domaine des sciences, que ce soit sciences humaines, etc., théoriques, font en sorte que ça peut-être envenime un peu l'intelligence de certains. Il y en a qui se portent à croire que finalement, étant donné qu'ils ont des bacs ou etc., sont capables de se donner des grilles d'analyse et être capables de mieux comprendre qu'un citoyen moyen. Mais est-ce vraiment le cas? J'insiste sur le fait de ça parce qu'on parle de populisme. Est-ce que c'est l'intelligentsia? Est-ce que c'est l'establishment? Les élites qui ont raison? Est-ce que c'est le peuple? Ou est-ce que c'est les deux? Ou est-ce que c'est ni un ni l'autre finalement? Moi, évidemment, à la demande générale de mon entourage proche qui me dit, on se fait rien, tu veux juste parler. Je vais parler, je vais faire quelque chose. C'est pas ça, en fait. Et quelqu'un qui est un de mes meilleurs amis à moi, qui va se reconnaître parmi le public, qui m'a botté le cul, assez solide pour que je me lance dans ce podcast-là, channel ou peu importe. On est en 2017, il faut faire entendre sa voix sur les réseaux publics. Pourquoi nous plutôt qu'un autre? Parce qu'on a bien le doigt. On est qui pour dire ça? On est qui? Finalement, des citoyens bien ordinaires qui s'intéressent à la politique, qui s'intéressent aux affaires sociales. Puis, j'imagine que notre approche déductive va être pas si pire. Écoute, je ne saurais mieux dire. Tu as parfaitement résumé la pertinence de notre émission. On a un certain bagage, évidemment, mais personnellement, je dirais pas que je suis très, très, très calée non plus. Et comme c'est écrit dans ma petite description sur Facebook, je suis adepte de l'opinion publique. C'est-à-dire que j'adore échanger avec des gens qui soient issus de n'importe quelle classe socio-économique, de n'importe quel background. Fait que ma grande passion dans la vie, c'est de discuter et de voir les différents niveaux de connaissances, de théories, d'hypothèses, en tout cas, j'aime discuter avec les gens et voir que l'intelligence, autant de forme est-elle, peut être présente chez des gens de qui on ne croit pas ça. Donc, on peut avoir là, des mécaniciens, comme tu dis, hyper intelligents et des universitaires hyper connards, épais, et voilà. En effet,
En effet, on a le doigt, j'ai le doigt, t'as le doigt, il y a le doigt. Fait qu'on se donne le doigt, puis c'est effectivement ça. On a le doigt, puis on va le faire. Fait que je vais revenir sur le populisme. Tu traitais de populisme. Écoute, moi, le populisme, je vois ça un petit peu comme un terme qui légitime, qui rend légitime une genre de réaction du peuple. Bon, c'est un terme qui va justement aller contre les élites, contre le gouvernement qui est en fait, en vérité, mis en place par le peuple. C'est une façon de reprocher à la démocratie de ne pas être assez démocratie. Donc, il y a une façon péjorative de voir le populisme, mais il y a une façon un petit peu plus théorique de le voir, bien sûr. Donc, ouais, le populisme, ça a une valeur péjorative aujourd'hui, malheureusement. Un peu comme les termes sophisme, sexisme, masculinisme, racisme, le populisme s'est rendu un terme fourre-tout pour certaines frustrations que le peuple va avoir pour la démocratie. À mon sens, c'est devenu un petit peu ça. Là. C'est un terme qu'on utilise pas toujours de façon juste, mais c'est ça. Tous les termes là, que j'ai énoncés comme ça et certains autres termes, c'est utilisé de plus en plus et c'est mal utilisé, c'est tout croche, le populiste, sophiste, t'as fait des sophistes. On sait plus comment parler, on sait plus comment utiliser les termes correctement. Ben, je pense que le populisme aussi, c'est une conséquence directe de notre démocratie représentative. Alors qu'on a pas mal juste des avocats qui sont à l'Assemblée nationale ou qui sont aux chambres des communes, c'est pas mal ceux qui exercent finalement, ceux qui parlent le mieux, ceux qui maîtrisent le mieux le discours finalement. Alors, est-ce que c'est vraiment naturel qu'on a du populisme en Europe, aux États-Unis, etc.? Oui, effectivement. Dire les Donald Trump, les Marine Le Pen, bon, est-ce qu'ils font bien leur affaire? C'est une autre histoire. Mais est-ce que la présence de ces deux-là, par exemple, est-ce que c'est complètement normal de les avoir dans le parage? Je dirais que oui. Ben, justement, tu le dis bien, c'est vraiment finalement un épouvantail de brandir ça à toutes les sauces. T'es ci, t'es ça, ist. Écoute, finalement, les citoyens s'en foutent bien des termes ist. Ça rentre pas dans... C'est pas très très concret, ça, tout ça. Je veux dire, oui, c'est tout le bagage de théorie, puis d'analyse, de ci et de ça. Mais finalement, ceux qui insultent l'adversaire, vous êtes un populiste, parce qu'il va utiliser des termes que les gens comprennent bien, alors que eux utilisent finalement la langue de bois. Mais, évidemment, le populisme peut être aussi un outil de contrôle des masses. Je parle comme un marxiste, mais bon, finalement, un outil de manipulation publique. Bon, écoute, tout le marketing s'articule autour de ça. Écoute, j'aime bien Maxime Bernier comme figure dans sa région, mais ces annonces, on va se le dire, il y a pas mal de populisme là-dedans, mais on dit pas mal trop de fois le mot populisme, puis j'ai mal à la tête. Écoutez, chers auditeurs en différé, notre émission s'adresse à tous. On va pas juste parler de politique, on parlait aussi de faits de société. On parlait de pas mal d'affaires, on dit pas mal de niaiseries aussi. Et l'affaire étant qu'on est sur un grand fil de fer et on a pas mal de vertige, on regarde en bas. Effectivement, c'est pas très beau. Fait qu'on va continuer en regardant en avant, puis se concentrer sur le sujet, s'il vous plaît. Mais c'est ça qui est intéressant avec le populisme, en fait, c'est est-ce qu'on peut réellement faire une différence actuellement? Tu parlais de Trump, avec un réel populisme sur représentativité des citoyens ou un groupe de type attrape-tout, donc un parti de type attrape-tout qui va tout simplement jouer sur les émotions, sur l'adhésion des gens à leur parti. Donc, il y a toujours un petit peu de manipulation derrière les partis politiques, les dirigeants politiques. Donc, jusqu'à quel point l'honnêteté au niveau du populisme est là, je ne sais pas. Donc, oui, les citoyens, en quelque part, peuvent avoir une certaine frustration envers les élites, envers l'establishment, mais bon, c'est toujours d'un extrême à l'autre. Hein. Est-ce que les théories conspirationnistes, on est là-dedans au bout, puis on pense qu'on se fait fourrer bien raide, en quelque sorte. Puis il y a l'autre extrême, là, où on croit aveuglément tout ce qu'on nous présente. Ouais, on va essayer d'apporter une belle alternative là, aux radios de Québec et essayer de ramener le tout à quelque chose d'un petit peu plus cohérent et rationnel et un petit peu moins axé sur le bashing et j'envoie chez tout le monde. Fait que peut-être amener un regard nouveau sur la droite,
puis montrer qu'il est peut-être pas si pire que ça finalement, là, que la droite ne signifie pas nécessairement extrémisme et chien sale. Mais les chiens sales, c'est souvent ceux qui parlent le plus fort et c'est ceux qu'on retient le plus des mouvements. La alt-right, c'est les Donald Trump, les identitaires, les nationalistes, les fâches, bon bref, toutes les... finalement, c'est quoi de droite là-dedans? La droite est essentiellement économique, alors que la alt-left, finalement, les anarchistes, les féministes, etc., écoute, les deux utilisent le populisme. Ils veulent s'adresser au monde, finalement. Mais la meilleure façon de dissuader un anarchiste, je vous dirais, ça serait, va dans une usine, puis va parler à quelqu'un. Après ça, viens me voir. Tu iras et parler de Kropotkin puis de Proudhon 2 secondes. Je suis pas sûr qu'il va apprécier. Ben, il va dire, qu'est-ce que tu me dis là? Ça me parle-tu, là? C'est mon chèque va-tu être plus haut? Non, ben finalement. Ouais, c'est peut-être une mission épouvantablement périlleuse. Mais écoute, on peut user de professionnalisme, puis en même temps noter nos réactions, nos impressions. J'aimerais continuer dans l'optique du populisme et t'amener une expression nouvelle. Tu m'en as déjà parlé, puis je trouve cette expression assez intéressante à développer. Donc, la majorité silencieuse. Que penses-tu de ça, la majorité silencieuse? Moi, je parlerai jamais pour la majorité silencieuse et je parlerai jamais pour la majorité non plus. Est-ce que je peux faire du populisme aussi? Sans m'en rendre compte, peut-être. Mais c'est fou comment la majorité silencieuse a le dos large. On peut tout leur dire. Ah, mais ils ont voté pour mon gouvernement, ou ah, ces gens pensent ci, ces gens pensent ça. Mais ça me fait penser à t'es qui pour dire ça, finalement? Et finalement, justement, par rapport aux radios de Québec, etc., oui, il y a moyen qu'on n'injure pas tout le monde. Oui, il y a moyen qu'on n'attaque pas des réputations puis qu'on commence à faire des scandales. Un polémiste, c'est finalement quelqu'un qui brasse de la marde. On peut-tu brasser de la marde sans pour au moins attaquer les gens puis s'attaquer à leurs idées? On peut-tu être en maudit sans pour au moins tout casser? Oui, ça se fait. Puis y a-t-il un gauge entre Radio-Canada puis les radios poubelles? Absolument. Bon, mais finalement, un populisme... Est-ce qu'ils pensent que les gens sont tarés ou est-ce que les gens sont véritablement intelligents? Je veux dire, on peut pas non plus mettre tout dans des catégories et dire, bah oui, la population est intelligente ou la population est conne. Je veux dire, les gens sont pas mal trop différents pour qu'on les mette tous dans le même panier aussi. Ben, c'est exactement ça, la démagogie. On parle au peuple, mais d'une façon à finalement s'attirer son empathie. Et justement, par exemple, en Europe, je veux dire, la construction européenne, l'Union européenne, ben, est en train de pas mal tomber à l'eau, cette Union européenne-là, et les mouvements identitaires, on dit d'extrême droite, mais je suis pas vraiment d'accord avec ce terme-là, sinon on parlerait de nazisme, on parlerait de fascisme, je dirais la droite identitaire. La droite identitaire est en train de gagner présentement des pays. Et on l'a vu par exemple avec le Brexit. Est-ce que ça va être le Frexit, va-t-il l'Italexit, le Polexit? Bref, c'est excitant, tout ça. Est-ce que c'est dû au populisme? Est-ce que c'est dû à la démagogie? Ou est-ce que c'est dû finalement à l'écœurantite aiguë de la population? Finalement, on est sur notre 31, mais bien défoiré sur un divan. On peut-tu, s'il vous plaît, se sentir confortable dans un veston-cravate ou dans un... Hein? Votre veston-cravate, là? Quand même. Mais bon. Parlant de veston-cravate, j'aimerais t'amener dans une direction qui a pas rapport pantoute à veston-cravate, mais justement, là, tu parlais de l'Union européenne et tout le tralala. Moi, j'aurais une question pour toi. Le bipartisme, est-ce que tu crois que ça tue le populisme ou le lien du bipartisme, en fait, avec le populisme? Ben, le bipartisme, finalement, c'est que depuis les 40 dernières années, au fédéral, on voit les conservateurs et les libéraux se hisser au pouvoir et s'échanger le pouvoir. Au provincial, bon, on parlait au Québec, bon, c'est le PQ puis le PLQ. Les gens commencent à en avoir ras-le-bol parce qu'ils pensent que c'est finalement les mêmes fonctionnaires qui se partagent le pouvoir. Donc, le populisme, il n'y a pas tant de mouvements populistes, mis à part des radios ou des chroniques d'opinion. Il n'y a pas vraiment de politiciens qui se détachent du lot en étant populistes. Il y a des actions, il y a des paroles qui sont dites par la plupart des politiciens.
finalement, même sans parler de populisme ou de démagogie, c'est rendu à qui ça parle, la politique? C'est juste les gens qui s'intéressent à ça. Tu t'entends dans les parties de famille, dans les parties de bureau. Oh, moi, je m'intéresse pas tant à ça. Et tu iras pas prêcher à des convertis, mais voyons donc, comment... Tu t'intéresses pas à ça, mais comment tes finances publiques sont gérées? Comment tu penses ça? Ah, ça m'intéresse pas, je m'intéresse pas à ça, donc je vais pas voter. Ouais, mais il y a une certaine fluctuation de l'opinion publique, puis on se questionne à savoir si elle est suffisamment élevée, donc si l'opinion publique est suffisamment développée pour que les citoyens votent. C'est une réelle préoccupation en sciences politiques. Est-ce que le citoyen moyen est suffisamment informé? Puis justement, j'avais vu là, il n'y a pas longtemps des Canadiens qui passaient le test de citoyenneté canadienne et qui ne le passaient pas, qui échouaient lamentablement à un test de leur propre citoyenneté. Donc c'est assez aberrant. Me faire haïr, mais haïr, si je dis ça, là, mais la culture n'est pas nécessairement plus répandue dans les universités que répandue dans la plupart de la civilisation moderne occidentale québécoise en 2017. Mais crème, tout le monde peut s'informer. Internet, les bibliothèques, l'accès à l'information, il pleut de l'information, il pleut des connaissances. Il suffit d'aller chercher aux bons endroits. Mais par contre, les bons endroits, c'est quoi? Ben finalement, on se retrouve avec des sites conspirationnistes à gogo, où que finalement, l'histoire de la politique s'est articulée avec quelques individus qui contrôlent la planète, et que c'est des grands riches, et que finalement, tout est manœuvré, et on se lance dans un confort assez intellectuel, merci. Ben justement, c'est de l'information fast-food, et facile à les trouver. Tu marques gouvernance mondiale, ou je sais pas moi... le nouvel ordre mondial, oui. Et tu tapes ça sur un forum, les gens vont discuter, et les gens vont s'alimenter dans cette logique-là. Et finalement, on entend comme une espèce de homogénéité, oh, peut-être, ça a été dur à dire, dans le discours public. Puis t'entends anyway, c'est toujours les mêmes. De toute façon, que tu votes pour un, que tu votes pour l'autre, ça va être toujours la même chose. Les gens sont malhonnêtes, là. Ils n'ont pas nécessairement tort non plus. Ce qu'ils veulent, c'est finalement le pouvoir. Puis il y a mon chum qui dit, ça serait le fun, supprimer la ligne des partis. Ou même supprimer les partis tout court. Je veux dire, les gens ont le droit d'avoir des opinions diverses. Puis si le monde comprenne bien comment les parlements ici fonctionnent, il faut avoir une idée unanime dans un parti. Sinon, on sort du caucus, on sort du gouvernement ou du parti de l'opposition. Alors, on a juste une voix qui parle. Moi, je dois te dire une problématique que j'ai vue, que j'ai reconnue, puis je m'inclus même là-dedans, c'est que l'individu moyen va aller rechercher de l'information, mais va se contenter de peu. C'est-à-dire qu'il va aller chercher l'information, mais il ne va pas l'analyser avant de l'assimiler intellectuellement. Donc, on va vraiment en surface étudier les choses, puis ce que ça crée, c'est une opinion publique qui est très, très, très sommaire et très peu développée. Donc ça, c'est dangereux, bien sûr, pour les biais cognitifs et les biais de toutes sortes. Donc oui, on s'informe, mais pas suffisamment. Puis les causes du fait qu'on va avoir été chercher, on ne les aura pas analysées. Donc on a un tel fait, mais on a souvent une explication qui est merdique avec ça. On surfe sur l'information comme ça n'a pas de bon sens, effectivement. Effectivement, tu dis le Journal de Montréal, mais nous, c'est le Journal de Québec. Écoute, je suis coupable, guilty as charged, quand je prends le Journal de Québec et je l'ouvre et je regarde les pages, ça se peut que je passe un titre, puis effectivement, je lis pas tous les articles et je suis coupable, autant que la population. J'ai un cours sur les médias à l'Université de Sherbrooke qui est donné par Karine Prémont, super professeur. Puis ça back un peu ma pensée là-dessus. On va chez Tim Hortons prendre le Journal de Montréal, on lit une page. On lit même pas la page, on lit le titre. Fait que finalement, le journaliste va avoir fait son article pour rien, puis on se retrouve finalement avec que des grands titres, avec que des phrases accrocheuses. Et finalement, les gens se parlent là-dessus, rendus à la machine à café au bureau. Et on est tous victimes de l'information. On a beau être extrêmement curieux, puis d'être ouvert à tout, puis de regarder chaque quotidien, etc. On tombe sur le Journal de Montréal. Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est pas le Journal de Montréal, mais une page satirique.
qui finalement fait une caricature de l'actualité, et on se retrouve avec des choses qui des fois sont très réalistes, et on sacre tous les saints du monde quand on sait que c'est pas vrai. Puis des fois, quand on est humble, là, c'est des fois du populisme. Regarde M. Bock-Côté, je pense jamais il pourra faire de populisme de sa vie. C'est clair et net. Mon Dieu, on dirait une cassette brisée, je veux dire, juste à l'entendre, là. Écoute, je sais pas. J'aime mieux le lire, mais j'aime pas le lire nécessairement, mais on dirait qu'il me tape moins ses nerfs. En tout cas, je m'attaque à quelqu'un publiquement comme ça, mais je veux dire, il me tape ses nerfs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il rejoint qui, lui, là? Le post-multiculturalisme! Écoute, je pense que ça fait 40 ans qu'on peut arrêter d'en parler, s'il vous plaît? On parlait tous les deux de bipartisme tantôt. Le monde s'écœure pas mal des deux partis en présence, du fédéralisme et du souverainisme. Ça fait 40 ans qu'on en parle. Je sais pas si je parle au nom d'une majorité, mais bon, on peut toujours me le dire, hein, mais je vois pas des felkis, se promener dans la rue aujourd'hui. On a les moyens qu'on a, quand même, c'est pas si pire, une émission politique, sociale, peu importe, sur des chiffres de nuit, en différé, avec l'aide de nos simples petits cellulaires. Je veux dire, je sais pas s'il y a quelqu'un qui fait déjà ça, je veux dire, je dis pas que c'est génial, là. Mais c'est quand même assez simple, merci. Je veux dire, parler de populisme. Écoute, j'ai le front qui perle en sueur présentement. Écoute, notre émission... aïe où est-ce qu'elle s'en va, notre émission? Mais aïe où? Je vais te dire aïe où est-ce qu'elle s'en va, moi. Elle s'en va vers le deuxième thème de la première émission, c'est-à-dire le nationalisme. On est rendu là, mon cher. Nationalisme, quel beau mot qui finit en isme encore. Donc, le nationalisme, qu'est-ce que ça t'évoque? Les nationalismes, c'est assez particulier. Ça fait à peu près 40 ans qu'on en parle. 2 référendums perdus pour multiples raisons, là, on s'entend, là, on fera pas un débat là-dessus. Mais pourquoi, en 2017, être fier d'être fier, finalement, d'un pays qu'on n'a pas nécessairement choisi, de nos cultures? Et est-ce que ma culture est meilleure que la vôtre? Est-ce que la culture québécoise est meilleure que la culture américaine, et ainsi de suite? On va regarder ça. Moi, d'être fier de ce que je suis, j'en ai rien à foutre. Je préfère d'être fier de ce que je fais. Bon, on peut être fier d'être russe, français, américain, mais finalement, qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi les tenants et aboutissants, les conséquences du nationalisme aujourd'hui? Juste les 2 nationalistes qu'on a parlé au début, Marine Le Pen, la candidate du Front National de droite identitaire en France, ou par exemple Donald J. Trump, président des États-Unis, c'est quand même 2 nationalistes. Ce qui est le fun avec notre émission aussi, c'est que malgré toute l'organisation des sujets qu'on parle, on peut aller tout de bord de côté, ça, il n'y a pas de problème. Écoute, si on fait de l'improvisation, on peut dire un paquet de niaiseries aussi, parce que si finalement on se résorbe à 2 sujets extrêmement pointus et stricts, on va finir par s'étouffer nous-mêmes et avoir peur de dépasser les limites. On n'a pas de limite de temps, puis si le monde sont écœurés, ben, ils nous le diront. De toute façon, moi, le but de cette émission, c'est essentiellement aussi pour s'amuser, puis aussi essentiellement pour... je pense pas qu'on a la prétention d'informer le monde, mais est-ce qu'on peut confirmer le monde de ce qu'il pense vraiment? Le monde pense ça. Et c'est quoi qu'il pense, le monde, justement? On serait pas à dire des banalités du genre « c'est tous des voleurs puis des menteurs ». Je veux dire, on n'arrivera jamais à une émission à se faire, finalement, des commentaires de gars de boss à la brosse. En tout cas, j'aimerais ça que cette émission-là s'attaque à tout le spectre politique. Puis s'attaque aussi à l'injustice. Écoute, je ne dirais pas, certainement pas, j'aurais pas la prétention de l'être, pour l'aimer beaucoup, l'admirer beaucoup, d'être le descendant de Jean-Luc Mongrain, c'est impossible. Dire, faut être original aussi, puis il faut être soi-même aussi. Je commencerai pas à faire des appels téléphoniques à Quaticook! Ouais, si les gens ont compris la référence, c'est Pauline Martin qui fait... Pauline Martin, l'humoriste qui faisait la caricature de Jean-Luc Mongrain des années 80, était vraiment tordante avec les gros yeux pis tout. On s'entend que ce commentaire s'adresse à des gens un peu plus vieux que moi, génération X, génération boomers, parce que en bas de 23 ans, je dis ça.
Oui, moi j'aimerais revenir sur un commentaire que tu as fait par rapport au nationalisme. Tu parlais de Trump et de Le Pen, justement, qui sont nationalistes. Tu vois, moi je diverge un petit peu là, de ta vision. Je trouve quand même que le nationalisme est un concept qui est important, bien qu'il soit, encore une fois, interprété de multiples façons. Nationalisme, être fier de ce qu'on est, oui, c'est prétentieux parce qu'on n'a rien accompli nécessairement lorsqu'on a une certaine identité. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est mieux d'être fier de ce qu'on fait que de ce qu'on est, mais c'est quand même important de retenir qu'on est quelqu'un quand même et qu'on partage une certaine culture, de pas se laisser diffuser identitairement dans la mondialisation. Et bien que je sois ouverte à la globalisation, mondialisation jusqu'à un certain point, je ne crois pas à l'existence d'un monde sans État, d'un monde sans État souverain. Donc, je pense vraiment que la souveraineté vient avec le territoire et la culture du territoire. Et ouais, je pense pas que ça va s'effacer éventuellement, même si on était les plus confiants du monde, si on avait toute la volonté du monde. L'humain a tendance à vouloir appartenir à quelque chose. Et ça ne pourrait jamais s'étendre à la race humaine, selon moi. Mais bon, justement, pour raccorder le sujet, les familles, la patrie, le travail, d'être fier de quoi? T'as pas choisi l'endroit où t'es né, finalement, mais moi j'aime ça. Le Québec, je veux dire, pourquoi être fier plus qu'un autre? Ben, regarde, le nationalisme ou n'importe quelle culture qui a un choc de civilisation. Regarde, on est un pays d'accueil depuis le début de la Confédération. On a eu des Irlandais. Ouf, ils se sont fait brasser solide. Au moins, ils étaient catholiques par l'anglais. Au moins, il y avait un attachement avec les Canadiens français et les Canadiens anglais. Ensuite, c'était les Italiens. Oh là là, les stéréotypes avec la mafia et tout ça. Ceux-là aussi se sont fait brasser à la cage. Dans les années 70, t'avais les Vietnamiens. Tout le monde disait « Ah, le maudit, le communisme s'en vient chez nous. Ça y est, on va perdre nos valeurs. » Finalement, ça a fait du bien bon monde. Et maintenant, on a maintenant la culture arabo-musulmane. Puis finalement, on voit plus de troubles qu'ailleurs. Je veux dire, ils s'intègrent assez facilement. La majorité parle français, la majorité ont un secondaire 5. Oh mon Dieu, là je vais choquer la alt-right parce qu'on dirait qu'ils ont une facilité étonnante à pointer les arabo-musulmans et de dire que finalement ils sont incompatibles avec notre société au Québec. Ben mon Dieu, quand on parle de cimetières musulmans, quand on parle de mosquées, ça y est, on se fait envahir, la charia s'en vient au Québec. Ça n'a aucun bon sens, je veux dire. Bon, je vais être un peu réactif, là. C'est particulier, ces gens-là ne voient pas vraiment de quoi il s'agit, là. Normalement, ces phrases complètement idiotes ne sont pas suivies de « Moi, je reste à côté d'une mosquée, fait que je comprends ça. » Curieusement, c'est du monde assez éloigné de ça. Tu sais, je veux dire, il faut pas être prétentieux, condescendant, puis être insultant non plus en disant que ce monde-là sont caves. Ces gens-là ont des peurs. C'est normal, bon, avec ce qu'on entend avec le terrorisme, etc. Et le terrorisme est collé avec l'islam. Ils se sont jamais pensé que d'autres cultures et d'autres religions pourraient aussi avoir des velléités de terrorisme, là. Ce que je dis là avec le bac de récupération, c'est que ça a pris un temps à s'adapter aux gens à ce moyen-là. Ça a pris à peu près, si ma mémoire est bonne, je veux pas dire de niaiserie, ça a pris 8-9 ans avant que les citoyens commencent à comprendre comment ça fonctionnait. Puis, curieusement, on parle d'attentats terroristes, on parle d'islam, et 3/4 ou sinon 90% de tout ce qui s'est fait en matière d'actes de terrorisme au Canada a été perpétué par des citoyens d'ici. Ah, bon sang. Ouais, mon message va être assez clair, merci. Surtout à la alt-right, je dis ça à la alt-right. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la alt-right, finalement, c'est la droite alternative. Ceux-là avec Trump, ceux-là qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Ce beau monde-là, Syriens, Marocains, Tunisiens, ils viennent ici pourquoi? Posez-vous la question. Ils sont venus pour faire du trouble, c'est sûr. Ils sont venus pour envahir le Québec. Il y a tellement de richesses qui nous volent. Ça, c'est ridicule. Ils sont venus ici pour y habiter, pour y vivre, pour y faire vivre leur famille, finalement.
qui font grave. Posez-vous la question. Oui, on peut émettre une nuance par contre. Il peut y avoir des imams, finalement les prêtres musulmans, comme on les appelle, les imams, qui peuvent être radicaux et justement faire des discours qui veulent imposer la charia, finalement la loi musulmane, il y en a. Mais il y a aussi des prêtres protestants, il y a aussi des rabbins orthodoxes très radicaux aussi, mais je sais pas, c'est pas majoritaire non plus. Bon, il y a Adil Sharkawi, si je m'abuse. On m'en parle tout de ça. Je veux dire, c'est un choc de civilisation. Si je parle de l'islam, si je parle des cultures qui sont venues ici, avec le choc des civilisations que ça a apporté, c'est parce qu'évidemment, ça choque le nationalisme, ça choque les nationalistes, puis ça choque la culture en présence. Et puis ça prend un temps d'adaptation à tout ça. D'où mes 700 millions de commentaires là-dessus. Et les envahisseurs à turban, écoute, on a les peurs qu'on a en tant que Québécois, mais ça dévie encore une fois du problème. Puis ça, c'est un automatisme. On dévie du problème, puis on le fixe à une place. On fait un gros zoom sur le problème plutôt que de considérer le problème en entièreté. Ce que je veux dire par là, c'est que la problématique, c'est la violence, c'est l'accès à des instruments de radicalisation sur Internet sans égard à la nationalité. Donc le réel problème, c'est pourquoi on a des gens qui se radicalisent, peu importe d'où ils viennent, pourquoi ils le font et pourquoi c'est si facile de le faire. Donc encore une fois, on cible vers une clientèle précise alors qu'on ne devrait pas. On devrait traiter le problème dans son entièreté. Ça, c'est comme ça avec tout. Hein. Le féminisme traite les problèmes chez les femmes, mais pas dans l'entièreté chez les femmes et les hommes, par exemple. Lorsqu'on observe la société, moi, je suis très étonnée. Je cherche un mot particulier, mais je le trouve pas. Là. En tout cas, peu importe. On a tellement des comportements infantiles, on a tellement des réactions qui se ramènent à celles d'enfants à la garderie, à la maternelle. C'est le nationalisme. Écoute, c'est vraiment des comportements qu'on peut observer chez les enfants là, lorsqu'on les réduit à leur plus simple. Ça me fait triper en même temps que ça me fait peur à quel point on est infantile. Puis la politique fait ressortir ça, des fois, c'est foudroyant. Je pense que c'est ça le mot que je cherchais, foudroyant. Ben justement, à propos de radicalisation, de nationalisme extrême, de islam, de ci et de ça, ben je pense qu'aujourd'hui, si on a aussi de radicaux, d'islamistes, on entend par là des terroristes, on ne parle pas ici de musulmans à proprement dit qui font leurs petites affaires, c'est parce qu'aujourd'hui en Occident, il y a un manque de sens. Le monde ne va plus à l'église, le monde n'a presque plus de sentiment de communauté. Le seul endroit qui peuvent se confesser, c'est d'être des petits gars de dépanneur chez la coiffeuse puis au bar avec la barmaid. Ce faisant, ça va être un autre type d'émission. Ça va être très intéressant parce qu'on va parler plus de société, moins de politique dans ce temps-là. Et nationalisme, c'est une forme de religion, c'est une forme de croyance. Tu sais, c'est tellement plaisant de se sentir puissant ensemble. Je veux dire, écoute, la Sainte Flanelle, le Canadien, on ne sait pas s'il va aller en série. Jenica va me dire ça s'il s'en va en série, soit en 2017, soit en 2018, on en reparlera. Je suis pas assez ferré là-dedans. C'en est une forme de nationalisme, ça. La Sainte Flanelle. Écoutez, juste les mots qui s'entendent à la radio. Le Canadien ne perd jamais. Le Canadien s'incline. Ça, c'est extraordinaire. Il ne perd jamais. Ça, c'est Paul Hood qui me faisait penser à ça. Écoute, c'est tout euphémisme. On est toujours les meilleurs. Le Canadien est toujours meilleur. D'ailleurs, 6-2, félicitations. Et on a de l'énergie en revente. Écoute, c'est ça un jovialiste. Écoute, les jovialistes à la radio, à 7-8 heures, en allant travailler, imaginez la voix des beaux dimanches à l'époque. Je pense pas qu'il y aurait vraiment pas beaucoup d'accidents sur nos routes. Ça prend un ton qui est quand même un peu plus énervé quand même, mais je veux dire, hein? On veut certainement pas calquer l'émission de Pierre Mailloux, Dr Mailloux, mais l'idée d'avoir une conversation, comme les jovialistes, comme Janine Ross puis Pierre Mailloux à l'époque, ça donne quand même pas pire vue d'ensemble. Puis on va aller chercher justement les curieux. Mais non, pourquoi ils se parlent? Là? À qui ils parlent? Ben, on parle. Je pense que je vais faire comme Johnny Depp qui ne montrait pas
ses films à ses enfants et qui ne regardait pas ses propres films, je n'écouterai pas l'émission. J'ai beaucoup trop peur de voir comment je divague. Le mot de la fin pourrait être palourde, mais je vais m'abstenir de dire un mot de la fin tout simplement. On demanderait un peu de clémence, un peu de compassion, un peu d'empathie, un peu de sympathie. Bref, tous les synonymes que vous voulez à ce premier jet. On le rappelle ici que c'est une émission qui est tournée en différé par nos cellulaires, avec des phrases, et Jenica compile ça, essaie de faire une conversation avec ça, puis fait un montage. En tout cas, j'espère qu'on va se retrouver prochainement, puis si vous avez des critiques, n'importe lesquelles, qu'on ait des mots ben vous pouvez nous le dire également. Écoutez, on a une boîte à suggestions qui n'est pas encore posée devant nos maisons puis que personne ne sait de toute façon. Mais bon, envoyez-nous vos commentaires et composez le 0800. Fuck, on n'a pas encore assez d'argent pour ça. Mais bon, envoyez-moi vos commentaires, puis si c'est quelque chose que vous voudriez qu'on parle, bon, on va en parler. Composez le 1-800 Lemming pour nous rejoindre. Je répète le 1-800 Lemming. Mais sincèrement, on est comme les rednecks de la radio. Et ça marche de même. Ça fonctionne. Puis j'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour 2 nouvelles thématiques. Donc c'était un plaisir de faire cela avec vous, monsieur. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde, pour une prochaine émission du Blaireau et du Corbeau. Merci.